Je voudrais à mon tour remercier la Société marocaine des déficits immunitaires primitifs et à sa tête, Monsieur le professeur Bousfeha. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à la journée des déficits immunitaires et donc de vous retrouver, même si c'est à distance. Donc, à mon tour, je vais parler des manifestations respiratoires du déficit immunitaire comme invariable. Comme ça a été dit, ça reste le déficit le plus fréquent. Il se révèle à l'âge adulte avec un sexe ratio de 1 vers la deuxième ou la troisième décennie. Donc, au Maroc, il est parmi les déficits les plus fréquents avec le déficit en IgA. Et même donc, dans notre service, parmi les cas qu'on a recensés, donc, dans une étude qu'on a faite depuis 2009 à 2021, sur 17 cas de déficit immunitaire primitif qui ont été révélés par une atteinte respiratoire, eh bien, on a eu 8 cas de déficit immunitaire commun variable. Donc, pour les manifestations respiratoires, elles sont de deux ordres. Donc, les manifestations infectieuses et celles qui ne sont pas infectieuses. Donc, pour les manifestations infectieuses, c'est essentiellement les pneumonies bactériennes récidivantes et les infections des voies respiratoires supérieures. Et pour les manifestations qui ne sont pas infectieuses, eh bien, il y a les bronchectasies, les pneumopathies inflammatoires réactionnelles et on va voir la pathologie tumorale. Donc, pour ce qui est des manifestations infectieuses, eh ben, on voit très bien que c'est les suppurations bronchiques et les pneumonies qui sont les plus fréquentes, avec les sinusites et les otites. Dans d'autres séries, ben c'est la même chose. Ce sont toujours parmi 252 patients atteints de DICV, eh bien, on avait 69% de bronchite, 58% de pneumonie, avec bien sûr les sinusites et les bronchectasies. Alors, les pneumonies bactériennes, quelles sont les caractéristiques chez le DICV? Elles sont souvent inaugurales, récidivantes et donc dues surtout à des bactéries encapsulées telles que le pneumocoque et l'hémophilus influenzae. Il n'y a pas de caractéristiques radiologiques particulières. Par contre, l'évolution est grevée d'une mortalité importante, d'autant plus qu'elle survient sur des terrains fragilisés. C'est des patients qui sont généralement insuffisants respiratoires chroniques. Alors, pour les dilatations des bronches, en fait, elles sont à cheval entre les manifestations infectieuses et non infectieuses. Elles sont secondaires non seulement aux infections récurrentes, mais aussi à l'inflammation dérégulée qui est provoquée par le déficit immunitaire lui-même. Et récemment, eh bien, on incrimine le rôle du microbiote pulmonaire dans la survenue de ces dilatations des bronches suite à une dysbiose de ce microbiote avec donc, des infections récidivantes. Donc, chez ces patients-là, eh ben, on craint la colonisation par le Pseudomonas aeruginosa qui marque un tournant évolutif dans la maladie. D'autres bactéries peuvent également coloniser les bronches, telles que le Staphylococcus aureus et l'Haemophilus influenzae. Donc, pour l'imagerie, eh ben, elle peut être tout à fait normale, surtout la radio, je parle de la radio, mais parfois on peut avoir des images évocatrices de dilatation de bronches. Et donc là, comme c'est le cas ici chez ce patient qui a un déficit immunitaire et qui a cette image qui nous fait penser à une dilatation de bronches, et bien là, il faut confirmer par un scanner thoracique. Alors, pour le scanner, il nous permet donc de voir un peu les différentes caractéristiques de ces dilatations de bronches. Ben, chez les patients ayant un DICV, ces dilatations de bronches sont souvent cylindriques, elles sont souvent diffuses, bilatérales. Il n'y a pas de localisation prédominante, alors que dans d'autres études, on a trouvé qu'il y avait une prédominance au niveau des lobes inférieurs et des lobes moyens. On a souvent une atteinte bronchiolaire qui peut être associée et parfois des images d'atélectasie qui sont secondaires à des obstructions bronchiques par des impactions mucoïdes. Au plan fonctionnel, elles peuvent s'accompagner d'une obstruction bronchique qui peut être irréversible. On peut avoir de l'hyperréactivité bronchique et il y a même quelques cas d'asthme dont la pathologie n'est pas très claire puisque le mécanisme n'est pas dû à il est indépendant des immunoglobulines E, mais il serait surtout secondaire à l'augmentation de l'inflammation. On peut avoir également des troubles ventilateurs restrictifs quand les dilatations de bronches sont diffuses. Alors, toujours dans les manifestations non infectieuses, il y a les pneumopathies infiltrantes diffuses.
Alors, parmi ces pneumopathies, il y a surtout la pneumopathie interstitielle lymphoïde, ou ce qu'on appelle la LIP. Cette LIP peut demeurer stable pendant longtemps, mais il faut guetter la progression et la transformation vers un lymphome pulmonaire. Le diagnostic est suspecté sur le scanner, mais la confirmation histologique est nécessaire et le traitement repose sur les corticoïdes et les immunosuppresseurs, notamment la cyclosporine. On a également d'autres pneumopathies interstitielles diffuses, notamment la pneumopathie organisée et certaines fibroses pulmonaires idiopathiques qui peuvent s'accompagner d'un déficit immunitaire commun variable. Alors là, pour la LIP, sur cette radio, on voit qu'il y a un syndrome interstitiel bilatéral, mais quand on fait le scanner, il y a des images kystiques. C'est des images kystiques à parois épaisses, ce ne sont pas des dilatations de bronches, mais on voit qu'il y a des kystes à parois épaisses. Et donc là, on pense à une LIP et c'est l'anapathe qui confirme en montrant un infiltrat lymphocytaire des septa avec des follicules lymphoïdes entremêlés avec des alvéoles qui sont saines. Donc là, on a fait le diagnostic de la LIP. La pneumonie organisée, là aussi, peut accompagner un DICV. On voit très bien ici sur cette radio qu'il y a des opacités alvéolaires bilatérales. On pourrait penser sur la radio à une pneumonie, une pneumopathie bactérienne. Et quand on fait le scanner, eh bien non, il y a ces images, ce qu'on appelle les images en lagon. Donc, ce sont des opacités alvéolaires bilatérales, sous-pleurales non systématisées, mais qui sont creusées au centre, ce qui donne cet aspect d'image en lagon. Et là, ça nous fait penser à une pneumopathie organisée. Devant cet aspect, il faut penser à un déficit immunitaire commun variable. Là aussi, pour la pneumonie organisée, c'est l'anapathe qui nous donne le diagnostic en montrant du tissu conjonctif lâche avec de multiples cellules fusiformes qui remplissent la lumière bronchique avec une infiltration inflammatoire des parois bronchiques. Alors, j'arrive à la fameuse maladie granulomateuse chronique dont ont parlé mes collègues. C'est ce qu'on appelle les maladies sarcoïdoses-like, qui nous posent également problème quand on est devant ce granulome. S'agit-il d'une authentique sarcoïdose ou d'un granulome témoignant de l'incapacité de l'organisme à éliminer totalement certains agents infectieux intracellulaires? Donc, ça nous pose énormément de problèmes. Alors, cette maladie a une incidence estimée entre 8 et 22%. Elle survient à tous les âges. Elle est plus fréquente chez les femmes et la peau noire, tout comme la sarcoïdose, souvent sous-diagnostiquée parce que prise pour une sarcoïdose est traitée comme telle et le diagnostic est souvent porté avant celui du déficit immunitaire commun variable, ce qui retarde un peu le diagnostic. Et là, justement, il faut chercher les antécédents d'infection respiratoire à répétition. Alors, l'atteinte respiratoire est la plus fréquente dans ce cas. Elle est surtout parenchymateuse, donc elle mime une sarcoïdose sur tous les plans, avec des adénopathies médiastinales. On peut avoir des adénopathies périphériques, tout comme la sarcoïdose, mais la splénomégalie est plus fréquente dans ces granulomatoses. L'enzyme de conversion peut être positive dans presque 60% des cas. Et la particularité, c'est qu'on a des anomalies auto-immunes associées, notamment une lymphopénie T. Alors, sur le plan clinique, comment faire la différence? Là, Bouvry a essayé de faire la comparaison entre la granulomatose liée au DICV et la sarcoïdose. Dans la granulomatose, il y avait beaucoup plus de crépitant à l'auscultation. Le rapport CD4, CD8 était peu élevé dans le lavage dans cette entité par rapport à la sarcoïdose et il y avait une hypogammaglobulinémie alors que dans la sarcoïdose authentique, on a une hypergamma. Donc, ça permet de faire la différence comme ce qu'a dit le professeur Bousseha tout à l'heure. Donc, une électrophorèse des protides peut énormément nous aider. Alors, pour les anomalies scanographiques, là aussi, il y a quelques différences qui peuvent nous orienter vers l'une ou l'autre. Pour la granulomatose liée au DICV, on a le signe du halo qu'on ne retrouve pratiquement pas dans la sarcoïdose. La distribution des nodules, elle est plutôt périlymphatiques dans la sarcoïdose, alors qu'on retrouve très peu cette distribution dans la granulomatose liée au DICV. Pour les nodules, il y a plutôt donc des micronodules dans la sarcoïdose, alors qu'il y en a peu
dans la granulomatose liée au DICV. Il y a très peu de verre dépoli et pratiquement pas de condensation alvéolaire. Donc là, on voit très bien cette distribution des micronodules. C'est des micronodules diffus et sous-pleuraux avec des adénopathies médiastinales à la radio. Donc, pour la pathogénie de ces granulomes, elle reste incertaine. Elle serait secondaire à une inflammation dérégulée avec une augmentation du taux de TNF circulant, avec des anomalies de l'immunité cellulaire associées, donc, qui pourraient jouer un rôle aussi dans l'apparition de ces granulomes. Alors là, on voit chez ce malade des adénopathies médiastinales. Là, il s'agit d'une hyperplasie lymphoïde, donc d'adénopathie médiastinale bilatérale avec un syndrome interstitiel des micronodules sous-pleuraux. Et à l'anapathe, on a donc des granulomes non caséeux avec des amas nodulaires des cellules géantes. Alors, donc, pour le traitement, il n'est pas codifié. Là, je ne vais pas le détailler. Madame Moudatier va détailler le traitement. Mais je voudrais juste dire que la substitution par les immunoglobulines ne semble pas avoir d'effet sur l'évolution de cette maladie. On peut associer une corticothérapie à d'autres immunosuppresseurs, notamment les anti-CD20, le rituximab, méthotrexate ou cyclophosphamide, avec des réponses partielles et rarement complètes. Et j'arrive donc à la GLILD, ou la maladie pulmonaire interstitielle granulomateuse et lymphocytaire. Et bien, comme son nom l'indique, c'est une association entre lésions granulomateuses et lymphoprolifératives. C'est-à-dire qu'on a donc ces lésions granulomateuses dont on vient de parler, qui s'associent à la pneumopathie interstitielle lymphoïde ou l'hyperplasie lymphoïde ou une bronchiolite folliculaire, qui vont s'associer également à une splénomégalie et des adénopathies diffuses et même des cytopénies. Alors, pour le traitement de cette glide, là aussi, il n'est pas codifié. On donne généralement une corticothérapie systémique sans efficacité prolongée. Il y a une étude qui a parlé de l'association azatioprine-rituximab chez 7 patients et qui a montré qu'il y avait une réduction des anomalies scanographiques avec une amélioration des paramètres fonctionnels respiratoires qui persistaient quand même jusqu'à 6 mois. Le pronostic reste moins bon parce qu'il y a un risque important de lymphoprolifération B. C'est une prolifération qu'il faut toujours guetter puisqu'il y a un risque 10 fois supérieur à celui de la population générale pour les lymphomes. Le risque de développer un cancer solide est de 2,5 à 8,5%. Et l'hémopathie la plus fréquente, ça a été très bien dit, c'est le lymphome non-Hodgkinien. Alors, parmi les cancers, le cancer bronchique n'est pas une complication classique, mais il y a eu quelques cas de lymphome pulmonaire primitif qui ont été décrits. Alors là, on voit très bien le cas d'un patient de 32 ans qui a un DICV et qui a donc des adénopathies qui sont donc bilatérales, sous-carinaires et rétrocarinaires. Et il s'agit d'une hyperplasie lymphoïde donc bénigne accompagnant le DICV. Donc, comment traiter? Là, je ne vais pas m'attarder. Je rappelle juste qu'il faut instaurer un traitement préventif des épisodes infectieux par les immunoglobulines. Il faut instaurer un traitement préventif des épisodes infectieux par antibiotiques. Et là, je fais allusion aux macrolides. Le traitement curatif des épisodes infectieux, et là, on peut donner l'amoxicilline acide clave ou une fluoroquinolone. Le traitement spécifique des bronchectasies, il ne faut pas oublier de mettre nos patients sous kinésithérapie et traiter les épisodes de surinfection par une antibiothérapie. Et enfin, la vaccination de ces patients pour éviter donc, la survenue d'épisodes infectieux et l'aggravation de ces dilatations de bronches. Donc, quand est-ce qu'il faut suspecter un déficit immunitaire? Eh bien, je rappelle que devant des infections ou des manifestations sévères, persistantes, inhabituelles et récidivantes, donc le fameux SPIR dont nous parle souvent M. Bousfeha, devant des dilatations de bronches et devant un antécédent familial de déficit immunitaire primitif. Donc, devant ce tableau, il faut penser à un déficit immunitaire et il faut faire le bilan dans ce sens.
Donc, je conclus en insistant sur le rôle du pneumologue dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de ces patients. Il faut avoir toujours en tête l'éventualité de déficit immunitaire primitif et donc il faut savoir y penser devant les tableaux que je viens de citer. Et je vous remercie.